l'État. Lui-même, il achetait tout comme il faut, il le faisait. Ils achètent tout, ils mettent sur leur propre production et puis ils vont vendre eux-mêmes. Donc, quand le gouvernement manipule les gens, ils ne sont pas des nations déjà d'avant. Donc, Adjumani était très bien payé, et gracieusement payé d'ailleurs. À la seule différence avec l'État de Côte d'Ivoire, il y avait des privilèges que l'État accorde que certainement Bédié ne faisait pas et c'est tout à fait normal. Mais il a oublié beaucoup trop vite la trahison. Et aujourd'hui, il veut se défendre que ce n'est pas lui qui a fait le vocal. C'est faux, c'est le Dieu, c'est bel et bien lui. Je vais m'arrêter une seconde. J'ai vu des gens qui essaient de se défendre, des gens peut-être à qui ils ont donné des informations pour venir dire que non, c'est pas comme ça. J'ai vu nos jeunes frères se défendre, j'ai même vu la guerre en train de se défendre. Mais c'est tellement très simple. Vous vous défendez. Moi, c'est le conseil que je donne tous, mais malheureusement, on dit j'ai la grande gueule. Dieu merci, j'allais. Alors, c'est simple. On vous dit, c'est intelligence artificielle. C'est pas compliqué. La première personne, quand on a dit, il y avait une bonne audio qu'ils ont montée au Burkina, voulant impliquer Sorokio, sans même que la bande audio ne soit authentifiée. La première personne qui est sortie pour dire que cette bande audio, c'est un montage, c'est moi. Et puis j'ai donné des éléments de référence dans la communication. Et après, moi, on est traîné de poudre. C'est parti comme ça. Puis l'audio a disparu de la circulation. Ça fait rire parce que l'audio ne pouvait pas tenir 2 minutes devant une cour de justice. On devrait l'authentifier. Et tout de suite, il y a des choses qui sont simples. Je les fais sur l'audio parce que c'était mon combat. Mais ici, c'est pas mon combat, puisqu'elle dit c'est elle qui est la première. Mais l'explication qu'elle a donnée, si moi j'étais RHDP, j'allais la détruire avec ça. C'est simple. Pour fermer la gueule de ces personnes-là, vous sortez une ancienne audio d'Adjumani. L'articulation linguistique, la formulation des phrases, la respiration quand vous parlez. J'ai une façon de parler, j'ai une façon d'articuler. Il y a des moments précis où je dis telle ou telle chose. Vous savez tout de suite que ça c'est Keïta, c'est pas quelqu'un d'autre. Souvent, les gens, quand ils veulent acheter mon produit, est-ce que Keïta, tu peux nous parler pour qu'on soit certain que c'est vraiment toi? Cela est idiot depuis le sud qui dit que ce n'est pas moi. Je dis, va demander à ta maman qui t'a vu au monde. Je laisse mon audio, il dit, c'est qu'il y a mon côté de vous. Je me justifie, toi, de qui peut me justifier devant toi. Tu as besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Et je l'ai bloqué en même temps. Tout le monde dit, ah, maintenant Keïta, ça c'est toi. C'est la voix qu'on reconnaît. Il y en a qui disent, hey, Keïta, ta voix. Quand tu es ici, là, tu as autre chose. Mais sur le jour, là, tu es non, c'est différent. Vous prenez tout simplement les anciennes audios d'Adjumani. Si vous voulez démontrer, puisque c'est vous qui voulez démontrer, les gens, ils ont dit c'est faux, c'est vous qui le prouvez que c'est vrai. Donc, apportez les éléments pour prouver que c'est vrai. Prenez les audios d'Adjumani. Vous les jouez, et puis vous faites passer. Et puis, les points, vous faites ressortir les points clés. Adjumani a une façon d'appeler le président Bédié. Vous faites passer toutes les bandes audio où Adjumani appelait le président Bédié. Comment il appelle le président Bédié? Il est le seul à appeler le président Bédié comme ça. Donc, je voyais un bâtard qui est là, c'est ta maman avec son pollo sale là, qui est responsable. C'est pas la guêpe, c'est ta maman qui a mon côté. Donc, Adjumani, il a une façon d'appeler le président Bédié. Adjumani, il a une façon, quand il est un peu énervé, de parler. Il a une façon d'articuler. Vous n'avez qu'à prendre les anciens audios d'Adjumani et puis vous les mettez là, côte à côte avec l'autre. Aucune intelligence aussi parfaite soit-elle ne peut jamais remplacer l'être humain. Soit dans la recherche de la perfection, vous allez exagérer, soit vous n'allez pas être à mesure de faire comme la personne exactement. On a vu des gens qui ont été piégés comme ça, pas chez nous ici, mais de l'autre côté. Écoutez, pour que l'intelligence artificielle puisse reproduire la voix d'Adjumani exactement comme c'est la voix d'Adjumani, vous croyez que ce sont
petites applications, vous allez acheter $1, $2, $5 sur Apple Store ou bien sur Google Store. Vous croyez que c'est ça? Ces genres d'applications, ce sont les services de renseignement qui ont ça. Les Israéliens sont les premiers dedans, et puis la CIA suit avec le FBI. Et souvent même, eux-mêmes, ils vont vers les Israéliens. Parce que eux, ils sont sataniques dans tout. Ils ont tout exagéré. Même si vous voulez accuser la guerre, je ne crois pas que la guerre soit assez bête pour prendre son argent, aller mettre dans l'intelligence artificielle, et puis venir s'attaquer. Pourquoi s'attaquer à Djoumani quand elle a la possibilité de détruire délibérément lui-même? Pourquoi s'attaquer à Djoumani si elle peut détruire Alassane Ouattara lui-même? Il faut être assez bête pour dire que c'est la guerre. C'est tout. Elle a bien des objectifs bien précis. Adjoumani, c'est un petit poisson du Malaquette. Qu'est-ce qu'elle va foutre avec Adjoumani? Adjoumani, attaquer Adjoumani, détruire Adjoumani. Quel est l'objectif de la guerre en détruisant Adjoumani? C'est la question que chacun devrait se poser. Qu'est-ce qu'elle vise en détruisant la carrière d'Adjoumani? Un homme dont la carrière a été déjà détruite avant qu'elle-même ne parle, puisqu'il n'est plus ministre. Il est à côté. Et lui-même, il le dit. Les juges sont contents, ils vous mettent ici, les juges sont contents, ils vous mettent là-bas. Mais c'est pas elle qui a mis ça dans la bouche d'Adjoumani. Donc, quel intérêt elle a pour s'attaquer à Adjoumani? Quel intérêt elle a? Perdre son temps, attaquer quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, Adjoumani? Non, je suis désolé. Elle a dit, donc, elle, c'était entre elle et puis Ahmed Babaï. Elle n'a pas épargné Ahmed Babaï. C'est Adjoumani comme ça là qui va rentrer dans le jeu de la guerre. Respectez la table, je vous en prie. Alors donc, maintenant on nous dit que les terroristes à Kidal ont commencé à contacter, et c'est le scénario que j'avais vu depuis longtemps. Ils savaient très bien que les terroristes, avec les terroristes et les Touaregs, pas tous les Touaregs, en fait, je ne sais pas comment appeler ces gens-là, parce que moi, j'ai pas envie de dire les séparatistes. Si je dis ça, je vais légitimer leur action. Si je dis les rebelles, je vais légitimer leur action. Donc, je préfère, avec votre permission, je vais les appeler les terroristes parce que ce sont des terroristes. Alors, donne-moi une seconde, il y a des bâtards qui vont venir poser des questions ici. Alors, donc, on nous dit que les terroristes sont en train d'interpeller la CPI, que ce que l'armée malienne est en train de faire, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous voulons demander à cette même CPI de regarder les mêmes qui ont attaqué Kidal sont les mêmes qui ont bourré des camions d'explosifs et ont dirigé ces véhicules vers le camp militaire de Kati, vers la résidence de notre regretté ministre, Serge Kamara. Les victimes collatérales dans les deux camions qui ont explosé, le troisième a été neutralisé, il n'a pas explosé, ce qui a fait que le nombre de morts de personnes civiles est beaucoup élevé. C'est dû au fait que les camions ont explosé dans des zones urbaines. Je dis bien dans des zones urbaines. L'explosion, le souffle de l'explosion a entraîné l'effondrement d'un certain nombre de résidences. N'oubliez pas qu'à cette heure-là, les gens dormaient. Donc, beaucoup ont été fauchés pendant qu'ils dormaient.
Et on nous dit qu'il contacte. C'était planifié depuis longtemps. Comment? La planification, parce que moi, je m'étais posé la question et je continue à me poser la question. Est-ce que c'est la folie? C'est la bêtise? Vous savez que vous n'allez jamais pouvoir maintenir votre position. Comment, ou du moins pourquoi commettre? C'est pas une erreur, c'était planifié. Au début, je croyais que c'était une erreur. Comment décider faire ça? Sachant bien que vous n'allez pas rester là-bas. Donc, je vous ai montré hier un des véhicules des terroristes où il y avait où le drapeau français, le blanc rouge, qui était accroché. Je dis, voilà des gens qui viennent attaquer, mais ils viennent avec le drapeau de la France. C'est un message qui est clair pour tout le monde. Donc, on regarde, on dit d'accord. Et moi, je me posais toujours la question, raison pour laquelle je vous ai dit, cette affaire de Kidal, je ne mettrai pas ma bouche dedans tant que je n'aurai pas un communiqué officiel de la TIRPA. Vous êtes un témoin. Parce que les implications étaient énormes. La précipitation à vouloir parler, parce que moi, si par exemple je vais parler de Kidal, moi je pense que l'armée même peut m'interpeller pour dire mais attends, ou je dis, la justice militaire peut me dire mais attends, nos hommes ne sont pas là-bas. Qui sont des sources à l'intérieur de Kidal et puis tu parles, on n'a pas. Donc forcément, on peut m'appeler. C'est pourquoi je dis souvent aux gens de faire beaucoup attention. Le président Goïta, je ne sais pas, vraiment, je prie que... Parce que dans d'autres pays, dans d'autres situations, tous ces jeux-là seraient interpellés. Eux tous sans exception. Parce qu'ils ignorent que nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, il y a une façon de communiquer, il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Souvent, vous avez l'impression qu'ils sont en train de travailler pour les terroristes sans se rendre compte eux-mêmes, en divulguant certaines informations. Qui, en temps de guerre, il y a des informations qui sont classées secret défense. C'est pourquoi, pendant la guerre, même quand les députés, quand les législateurs veulent voir certaines informations, le président peut dire, ça c'est secret du tout. Même la commission, on peut refuser de donner certaines informations aux commissions législatives du caractère sensible, comme l'a dit Emmanuel Macron. Mais chez nous ici, on ne se rend même pas compte qu'il y a des informations sensibles qu'on ne doit pas divulguer, mais les jeunes gens sont là. Ma source d'air, là-bas il a dit ça d'air, il a dit ça, il piège tout. Au Mali, on ne sait même pas à quel moment certaines informations sont secret défense. À quel moment certaines informations ne le sont pas. Puisque les gens sur le réseau se livrent à cœur joie et disent tout. Qu'est-ce que l'État peut classifier comme secret défense? Apprenez à écouter Mustapha. Hein? Apprenez à écouter. Quand je parle, écoutez. Ça va vous aider beaucoup. Vous écrivez souvent beaucoup, vous n'écoutez pas. Alors que vous êtes venu pour écouter. Maintenant, si vous êtes venu pour faire commentaire, là, moi, je n'ai pas dit faites commentaire. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Ceux qui disent ça, ils disent, faites ça, ça va permettre à la vidéo d'être poussée. Comme si je n'ai jamais demandé à quelqu'un de faire commentaire. Mais vous pouvez faire ça, c'est votre choix, je respecte. Mais, il y a des choses quand vous dites, moi, je n'avais pas fini de parler, vous écrivez après, je dis, vous ne savez pas pourquoi vous avez écrit ça. Hein? C'est pourquoi on dit, quand vous allez quelque part, vous trouvez les gens en train de faire leur baptême, là. Faut pas dire la foi n'a qu'à porter toi. Comment il a cédé sa femme qui était là-bas? Vous êtes pressé, quand le genou est là, la tête, regardez-moi. Quand la tête est là, le genou porte pas le chapeau. Je suis là et puis tu parles, écoutez. Alors, je reviens. Donc, la question même de ce qu'on appelle information classée secret défense,
Je ne sais même plus quelle est la ligne entre ce que les gens disent sur les réseaux et ce qui est classé secret défense. Moi, je ne sais même plus. Alors qu'il y a des opérations dont les informations sont classées secret défense. Mais ici, on dit tout. Et moi, je vois ça, je suis dépassé. Je dis, mais à quel moment les jeunes gens vont arrêter ça? Vous donnez les points faibles de l'armée à l'ennemi, croyant que vous informez. Vous voulez prouver que vous avez des connexions. Vous voulez prouver que vous êtes informé. Vous voulez prouver que vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais en même temps, vous êtes en train d'affaiblir la position de nos hommes sur le terrain. Vous ne vous rendez même pas compte. Le Mali, quelqu'un écrit chez nous, au Burkina, ou ailleurs, ça passe pas. Tu as raison, mon frère du Burkina. Tu as raison. Est-ce que la sécurité d'État peut demander au procureur de la cybercriminalité ou demander au ministre de la communication? Ils n'ont qu'à, je n'ai pas dit d'interpeller, appeler les jeunes gens là, et puis leur dire, il y a des choses que tu ne dois pas, vous ne pouvez plus dire certaines choses. Vous ne pouvez plus donner certaines informations. Ça met en danger la vie de nos hommes sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire ça à ces jeunes gens-là pour qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi et du tout sur les réseaux? Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle secret défense. Ils ne savent même pas ce qu'on doit dire. Ils ne savent même pas ce qu'on ne doit pas dire. Ils disent tout sur les réseaux. Ils rendent service parce que ces idiots de terroristes ont recruté aussi des spécialistes qui écoutent ce que les gens disent. Ils décortiquent et puis ils anticipent le mouvement de nos hommes sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire à ces jeunes gens-là de savoir parler un peu? C'est pas tout, on peut dire. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Les gens, ils savent pas. Ils disent n'importe quoi sur les réseaux. Ils ne rendent même pas qu'ils mettent en péril la vie de nos hommes. Qu'est-ce qu'un secret défense ici? Rien. Souvent, l'armée même ne dit même pas que nous sommes en train de nous apprêter. Vous allez les voir tout de suite, ils vont commencer. Ah, ma source dit, l'armée, voilà ce que l'armée a, voilà ce que l'armée a fait. Mais tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un film? Vous êtes en train de tourner. Vous êtes en train de, c'est quoi? C'est le script d'un film? Que Dieu aide le Mali. Alors, je vais être clair sur quelque chose de simple. J'ai prie Dieu que la démocratie ne soit jamais appliquée, la démocratie selon la conception occidentale. Je prie Dieu que cette démocratie ne soit jamais appliquée chez nous. Je prie Dieu que jamais dans nos pays, que la démocratie selon le modèle occidental ne soit jamais appliquée chez nous. Parce que cette démocratie, je vous ai montré un exemple tout de suite. Vous n'avez qu'à regarder la fermeture du détroit d'Ormuz pour vous rendre compte où est cette démocratie, où est sa force, où est sa puissance. Si la démocratie était une bonne chose, pourquoi l'Espagne et l'Italie seront les seuls pays à s'opposer aujourd'hui à Israël et aux États-Unis et le reste de l'Union européenne? Est-ce que si la Chine décide aujourd'hui de prendre possession de Taïwan, est-ce qu'ils vont condamner? S'ils vont condamner, pourquoi n'ont-ils pas condamné l'action des Américains en Irak? Ils ont condamné la Russie, on a compris, mais pourquoi ne pas condamner? C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention avec cette notion de démocratie. Et vous avez des côté, des fils de pute qui sont de l'autre côté, des Africains égarés, pervers et perdus, qui se lèvent et qui disent qu'ils ont créé Alliance. Mais quoi, ADS, des démocrates du Sahel. Oh, il y a beaucoup de bâtards. Vous attendez, si vous êtes garçon, mais pas venez ici. Un beau gueule qui pue la merde. Alors, maintenant, malgré tout, le Mali est debout. Le Burkina est debout. On a même vu le FMI. Je suis fier quand je parle du Burkina. C'est une fierté énorme. Vous avez vu les Ivoiriens sur le plateau de malédiction s'attaquer au capitaine. Je vous ai montré la gueule sale de l'idiot qui criait là. Comment on peut se préserver d'une telle manne? Un sale gueule qui pue la merde, un ignorant, un idiot. Voilà le FMI qui dit bravo au Burkina.
Je vous ai dit, la meilleure performance économique en Afrique du Nord, c'est le Burkina. Face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, même le Ghana, qui était une performance économique. Le Burkina, aujourd'hui, est devant tous ceux. Et pourtant, on dit, on ne voit pas notre bétail. Et ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi on ne veut pas voir notre bétail. C'est une manne. Mais l'homme qui a la tête du Burkina, tu crois qu'il est fait? Il n'a pas PhD, il n'a pas doctorat d'économie, mais il a fait la meilleure performance économique devant ceux qui disent qu'ils détiennent le PhD. Pas de comme aventure. Alors donc, ceci dit, maintenant, je vais vous faire écouter quelque chose. On dit, j'étais en train de développer quelque chose et puis j'ai arrêté. On nous dit, les terroristes sont en train de crier et veulent que les Nations Unies interviennent. Alors que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a appelé les démocrates, et je remercie le ministre pour cette vision claire et nette d'échanger de façon hebdomadaire avec les représentants de certains États dans notre pays. Et dans l'échange, il a dit, la porte est fermée, il n'y a plus de négociation avec les terroristes. Quand Abdoulaye Diop a appelé les diplomates, le représentant de l'Union africaine était dedans. Le représentant des Nations Unies, le secrétaire général était dedans. Les mêmes organisations qu'ils essaient d'interpeller, Abdoulaye Diop Safoulay, il a fait le point de la situation et il a tout expliqué de A à Z. Et il a conclu en disant, il n'y aura plus de négociations avec les terroristes terminés. Et cela a été clarifié, donc on ne le fera pas. Alors maintenant, pourquoi les terroristes à Kidal disent que nous sommes en train de commettre des crimes de guerre? On va écouter ça et puis on va avancer. On va écouter. La Russie et le Mali resserrent leurs liens économiques. Une deuxième commission intergouvernementale malienne s'est tenue à... C'est pas ça, on est pressé, c'est pas l'élément qui m'intéresse. Il y a un autre élément où les forces armées russes et maliennes ont commencé à frapper les positions des terroristes à Kidal. De sorte que, eux qui disent qu'ils imposent un blocus sur Bamako, curieusement, le blocus, il semblerait que les gens se soient trompés dans l'écriture. C'est pas Bamako qui est sous blocus, mais c'est Kidal qui est sous blocus. Comment? Nos forces armées n'ont même pas déployé des forces de gros bras autour, non. À partir du ciel, nous commandons. Alors cela remet en cause fortement toutes les bêtises qu'on dit sur le Mali, l'AES, parce que nous savons ce que nous faisons. Je vais ouvrir une parenthèse avec vous et je vais demander à chacun d'écouter calmement ce que je vais dire. Mais avant cela, je vais vous demander d'écouter ceci. C'est un exploit que les forces armées maliennes viennent d'accomplir. La ville de Diafarabi a été libérée du joug des terroristes après une année sous embargo. La bonne nouvelle est que la population a reçu une importante quantité de vivres. Un nom du président de la transition, le film de cette opération avec Abdoulaye Sakou. La ville de Diafarabi, dans le cercle de Télécom, a été enfin ravitaillée en vivres, placée sous embargo depuis le 15 mai 2025 par le groupe terroriste sans foi ni loi, la cité pluviale de Diafarabi et ses près de... Ok, vous avez entendu? Un an de blocus. C'est là, hier, je vous ai dit, il y a un de nos jeunes frères là qui a fait une mauvaise communication
Il y a des choses on ne dit pas en communication. Ma source m'a dit que les gens me préparaient à et puis ils buvaient l'eau. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Ils coupent feuilles de mangue et puis ils préparent ça pour manger. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est quelle façon de faire la communication? Bon, moi je comprends, peut-être c'est à cause de ce que je dis que quand on leur demande d'appeler les gens, et moi ils m'ont jamais appelé, je comprends aisément pourquoi ils font ça. Mais pour moi, là, c'est Dieu, donc je m'en fous. Appelez-moi, ne m'appelez pas, c'est votre problème. Moi, je m'en fous, écoutez-moi. Le jour que Dieu veut que je sois à côté d'Asmi Goïta, personne ne verra quelque chose dedans. Je serai à côté d'Asmi Goïta sans que vous ne sachiez comment je suis arrivé à côté de lui. Donc vous êtes trop petit dans le programme de Dieu pour moi. Mais chaque fois que vous allez faire des erreurs, je vais vous interpeller. Parce que on est tous dans le même pays et vos messages de moi envoient un mauvais signal à l'extérieur. Quelle histoire de dire les gens sont en train de manger pipi, sont en train de manger caca, c'est pas ce qui a été dit, mais il dit en fait c'était ça. Pourquoi vous dites ça? Les gens mangeaient comme ça, les gens faisaient ceci. Donc, les gens sont dans une condition de vie extrême. Ça s'arrête là. C'est tout, ça s'arrête là. Vous rentrez pas dans les détails. La communication, c'est un art, c'est pas ouvrir sa bouche, placa, ma sauce. Et puis tous, ils ont le même problème. Ma sauce, c'est ça qui me tue. Tu n'es pas journaliste, tu n'es jamais allé dans l'école de fait, tu parles ma sauce. Donc, on continue. Maintenant, les terroristes, ils entrent à Kidal le 25. Ils prennent possession du gouvernorat. Les forces armées maliennes, merci infiniment pour le don sur YouTube. Je viens de recevoir un don. Merci infiniment. Les États-Unis, merci infiniment. $5, merci infiniment. Que Dieu te le rende au centuple. Maintenant, écoutez très bien. Le seul gars qui reprenait mes interventions en français et puis faisait la traduction en bambara, bon, il a des sérieux problèmes maintenant, il n'est pas, c'est Radio Baoulé, il n'est pas, c'est Yoruba. Bon, à part ça, pas quelques jeunes gens qui reprennent, qui mettent, bon, c'est pas un problème pour moi. Parce qu'il y a des choses, il faut qu'on arrête, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas intéressant. Alors, je reviens encore pour dire ceci. Donc, le 25, cette date fatidique, cette date qui sera marquée dans les manuels scolaires, cette date qui sera marquée à vie dans l'histoire du Mali. Les terroristes se sont attaqués à notre ministère de la Défense. Ils ont planifié de sorte que les zones militaires soient soumises simultanément aux mêmes pressions. Et ils sont entrés à Kidal, ils ont pris possession du gouvernorat. Les militaires, stratèges de fin qu'ils sont, ils ont fait un repli stratégique. Évidemment, dans le repli stratégique, il n'y a aucune action humaine n'est parfaite. Dans le repli stratégique, il y a certains qui sont restés en arrière, je crois, qui ont été pris. Je ne vais pas trop me prononcer sur ça. Mais le repli a permis aux terroristes de croire qu'ils ont gagné. Et ils sont allés même s'installer dans le gouvernorat. Maintenant, écoutez très bien. Ils étaient là-bas depuis 2012. Ils ont fait presque 10 ans à Kidal. Quand, je crois que c'était 2022, si je ne me trompe pas, donnez-moi la date exacte, Assimi Goïta, après avoir chassé la MINUSMA, nous avons lancé une opération planifiée, organisée. À l'époque, ce que je vous ai dit, c'est le même discours que je tiens aujourd'hui. Je vous ai dit, si on veut prendre Kidal, on se lève le matin avant le soir, on va commencer à préparer le dîner et le manger à Kidal. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, on se lève ici, on va prendre le petit déjeuner à Kidal. J'ai toujours dit. J'ai dit, mais pourquoi le président Goïta ne donne pas l'ordre? Parce qu'on veut d'abord préserver des vies humaines. Je vous donne l'exemple de la Syrie. Regardez ce que les Américains ont fait au motif de chasser les terroristes.
Regardez ce qui s'est passé en Libye. Regardez ce qu'ils ont fait quand ils disent qu'ils viennent chasser les terroristes. Regardez les crimes qu'ils commettent au motif de chasser les terroristes. Le président Goïta, tout de suite, l'orgueil étant blessé, frustré, il pouvait tout de suite donner l'ordre de répliquer. Je sais combien de personnes civiles on aura regretté leur mort comme victime collatérale. Dans ces conditions, on ne se précipite pas. C'est pourquoi j'ai mis la photo du président Assimi Goïta. Ce monsieur, je ne sais pas comment Dieu l'a créé, mais il a un sang-froid qui dépasse l'imagination humaine. Il ne se laisse jamais emballer. Quelles que soient les difficultés, il s'assoit et réfléchit, et puis il prend une décision. En tant que militaire. Goïta aurait pu tout de suite demander la riposte. Poutine aurait tout de suite mis la pression pour dire on ne peut pas accepter ça, c'est une humiliation. Mais pourquoi Poutine ne l'a pas fait? Réfléchissez. Pourquoi Goïta ne l'a pas fait? Réfléchissez. Pourquoi Tiani et Ibrahim n'ont pas tout de suite demandé que la force unifiée intervienne? Réfléchissez. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Comme je voulais prendre l'exemple tout à l'heure de Sékou Touré, il dit la vie n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond sans fin. Vous vous préparez, vous planifiez, vous vous organisez pour limiter au maximum les victimes civiles collatérales. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. Il y a une stratégie militaire qu'on appelle la pression psychologique. Vous ne faites pas une intervention armée, mais vous créez une pression psychologique à tel point que les gens perdent le sommeil, ils perdent même le goût de la vie. C'est-à-dire, ils se disent, pourquoi ne pas me livrer pour te tuer? Mais en même temps, ils disent, je ne peux pas faire ça. Donc, il est sous cette pression constante. Et c'est ce que l'armée est en train de créer sur ceux qui sont à Kidal. On aurait pu lancer une opération tout de suite. Et puis détruire tout. Au motif qu'on veut se baser. Parce que c'est ça aussi. Ceux qui sont à Kidal, ces idiots qui se sont attaqués au relais de transmission Internet, aux installations électriques qui sont tellement bêtes, parce que vous aurez peut-être pu communiquer avec eux, mais ils ont fait exprès. En allant à Kidal, ils ont détruit pratiquement les zones de relais de transmission. Non pas à cause de la population. Oui, ils disent qu'il y a des gens qui vont donner des informations, mais vous ne pouvez pas empêcher que les gens aient les informations. D'une certaine manière, forcément, quelqu'un aura toujours un moyen pour transmettre les informations. Mais en réalité, ils le faisaient aussi à cause de leurs combattants. Parce que les combattants à Kidal, quand vous voulez sacrifier des gens, vous coupez l'information. Vous empêchez ces personnes-là d'être en contact avec le monde extérieur. Donc, la seule vérité qu'ils connaissent, c'est ce que vous leur dites. C'est ce qu'on appelle le mythe de la caverne. Ils ne croient pas à deux vérités, mais une seule vérité, celle que vous donnez. Donc, vous les coupez du monde extérieur et vous ne faites que les nourrir, les abreuver de vos mensonges. Donc, à Kidal, les gens sont coupés du monde extérieur. Ils ne reçoivent les informations que à partir de ceux qui les ont envoyés. Maintenant, ça c'est un premier point. Deuxième point, ce sont des sacrifiés qu'on envoie à Kidal. Si l'armée malienne réagit vigoureusement, avec force, tout de suite, les images, on va les présenter. Parce que la France a orienté un de ses satellites espions, comme ils ont fait à Gossi, ils ont orienté un satellite espion
Au cas où on ferait des actions tout de suite, ils vont prendre les images et les envoyer sur les plateaux de télé, les décortiquer et nous accuser publiquement devant tout le monde. Écoutez très bien, quand je vous ai dit, je ne parlerai de Kidal qu'à partir des informations de l'état-major. Ce que je vous donne, l'état-major n'a pas donné ça. Donc, la France est prête à prendre des photos satellites au cas où on lancerait tout de suite la riposte. Ce qui n'a pas été fait, c'est là qu'il faut saluer la maîtrise historique, légendaire, exceptionnelle du président Koïta, du président Vladimir Poutine, parce que ces hommes aussi sont impliqués sur le terrain, et nos deux chefs d'État de l'AES, le général Tiani et le capitaine Ibrahim. Ces hommes-là, ces 4 présidents ont fait preuve d'une maîtrise dont vous n'avez aucune idée. Parce que le Niger dit, si on traverse à nous aussi, on va nous... Et vous avez vu sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, on a attaqué le Niger et le Burkina, même la Russie a fui. Mais ils savent mieux que vous, mieux que nous. Parce qu'il y avait un piège qui était là. Puisqu'ils ne peuvent pas venir avec la force militaire, présenter des images des opérations, parce qu'ils vont dire, les Russes sont bêtes, ils vont vouloir tout de suite frapper fort et dur comme il le faut à l'Ukraine, et tout de suite on prend les images et obliger la communauté internationale à intervenir pour les terroristes. Donc, on veut pas, attends, se réveille, ils sont là-bas, ils vont déposer, parachuter leurs hommes sur le terrain. Le motif de venir préserver les vies des civils, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, comme on l'a vu en Libye. Écoutez bien le déroulé de ce que je dis. Personne ne vous l'a dit encore. Écoutez très bien. Vous pouvez partager si vous voulez. La nouvelle personne peut vous abonner sur ma page YouTube. Facebook.net, ça ne m'appelle pas trop, donc vraiment je m'en fous de Facebook. Ça ne m'intéresse pas trop. Si vous voulez vous abonner là-bas, si vous voulez vous laisser bien, je vous invite tous à aller vous abonner sur YouTube. Donc, voilà le premier plan. Piéger le Mali et la Russie, en un mot, l'AES et la Russie, c'est-à-dire la force unifiée et la Russie, en prenant des images satellites, voilà les crimes qu'ils sont en train de commettre. Puisqu'ils n'ont pas pu gagner sur le plan diplomatique, ils ne gagneront pas sur le plan militaire, il faut trouver un autre moyen pour mettre un terme à cette avancée historique de la souveraineté. Le véritable panafricanisme, il faut arrêter. C'est pourquoi le petit bâtard de président, le PD, il dit je suis panafricain. Donc, les prostituées et les PD qu'ils ont recrutés comme étant des influenceurs panafricains, c'est à eux qu'ils allaient donner les images. Et aux télévisions, telles que les télévisions ivoiriennes que vous connaissez, béninoises que vous connaissez, la France bien entendu, l'Europe, et on allait tous tomber sur le Mali, le Niger, le Burkina, tout le monde, ils vont nous détruire de gauche à droite. Ça, c'était le premier plan. Le deuxième plan, on les maintient là-bas et on les sacrifie. Parce qu'ils savent qu'il pleuve, qu'il neige, ils le savent, ils ne vont jamais pouvoir rester à Kidal. Ils ne vont jamais pouvoir contrôler Kidal. Ils ne vont jamais pouvoir demeurer définitivement à Kidal. Mais maintenant, ils pensaient aussi, parce que le plan avait un double volet. C'est pourquoi ils ont fait cette attaque de façon simultanée. Et à Bamako, ça a été un échec. Donc, si Bamako échoue, pour eux, tout de suite, on va se replier sur Kidal, les bombarder à outrance et puis faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire le tri entre le bien et le mal. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y a des civils qui sont exposés. Il y a des civils qui sont, je répète, il y a des civils qui sont exposés. Et nos forces de défense
contrairement à ce qu'on a dit de nos forces armées. Nos forces de défense et de sécurité ne sont pas en train de travailler bêtement à l'aveuglette, en sacrifiant des vies inutilement. On a vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, au motif de protéger la population civile. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye au motif de protéger la population civile. Et nos présidents ont tiré les leçons. Ils ont un doyen en la matière qui s'appelle Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas des valets locaux de la Russie, mais nous sommes des partenaires de la Russie et nous travaillons. Maintenant, pourquoi Keïta, mais tu as dit qu'il fallait d'abord que l'armée parle de Kidal avant que, tu parles de Kidal, mais pourquoi tu as parlé maintenant de Kidal? Ok, la raison, la voici. C'est la raison, la voici. Pourquoi j'ai parlé de Kidal? C'est ça. PVT. Voilà. Merci. Voilà, la raison, voilà pourquoi j'ai parlé de Kidal. Alors écoute maintenant. Oui. C'est pas ça encore. Comment est-ce qu'il va avoir un problème de connexion, on dirait. Je reviens sur... La Russie et le Mali resserrent leurs liens. C'est que une deuxième commission intergouvernementale russo-malienne s'est tenue à Kazan au programme énergie, agriculture, transport, mais aussi géologie et chemin de fer en partenariat qui se veut concret et tourné vers l'avenir. C'est à Kazan, en Russie, qu'a eu lieu la deuxième session de la commission intergouvernementale russo-malienne. Le ministre russe de l'énergie, Sergei Tsiviliov, et le ministre malien de l'économie et des finances, Alousseni Sanou, ont co-présidé cette réunion ambitieuse. Objectif: faire avancer la coopération dans les secteurs clés. En soulignant le caractère stratégique de la coopération, Moscou remercie Bamako pour son engagement et son travail constructif. Les discussions ont porté sur la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et des transports. Un sujet tout aussi important à l'ordre du jour était la question de l'accord sur l'exploration géologique au Mali. Les ressources minières qui se trouvent dans leur sol sont justement en phase d'étude. Les travaux ont commencé. Je m'arrête là d'abord. On va écouter ça et puis on va avancer. Je vous fais voir rapidement, on va avancer. Permettez-moi, je vais donner un peu de Géologie et chemin de fer en partenariat qui se veut concret et tourné vers l'avenir. C'est à Kazan, en Russie, qu'a eu lieu la deuxième session de la commission intergouvernementale russo-malienne. Le ministre russe de l'énergie, Sergei Tsiviliov, et le ministre malien de l'économie et des finances, Alousseni Sanou, ont co-présidé cette réunion ambitieuse. Objectif: faire avancer la coopération dans les secteurs clés. En soulignant le caractère stratégique de la coopération, Moscou remercie Bamako pour son engagement et son travail constructif. Les discussions ont porté sur la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et des transports. Un sujet tout aussi important à l'ordre du jour était la question de l'accord sur l'exploration géologique au Mali. Alors, l'exploration géologique du Mali. L'exploration géologique du Mali. L'exploration géologique du Mali. Ok. Rosgeo y est déjà à l'œuvre. Ce programme a été prolongé car 3 années supplémentaires ont été demandées et bénéficient du soutien du gouvernement. Grâce à ce programme, nous obtiendrons justement une description complète de toutes les réserves présentes dans le sol. Rappelez-vous, malgré la première demande de l'État du Mali à travers son président Assimi Goïta, la Russie a regardé. Je vais vous dire ce qui se passe. Les services de renseignement sont bien informés. C'est pourquoi je demande encore à nos ministres
de resserrer certaines informations. Je ne crains pas pour le Burkina, je ne crains pas pour le Niger, mais je crains pour le Mali. Au nom de Dieu, à l'exception du président Goïta, de certains de ses ministres, certains de leurs collaborateurs, moi je ne fais pas confiance comme ça. Moi, si on me demande le pourcentage de personnes à qui tu as confiance au Mali, ça n'a même pas dépassé les 1%. 0,0000000 jusqu'à 1% peut-être. Malien, méfiez-vous du Malien. Méfiez-vous du Malien. Je m'arrête là. Les services de renseignement français savaient très bien que le Mali avait demandé à la Russie. Vous voulez savoir pourquoi j'ai parlé de Kidal? Comment je vous ai présenté la situation de Kidal? Écoutez ici. Le renseignement français savait très bien que le Mali avait demandé, il y a bien longtemps, à la Russie, de lui faire une estimation approximative de ce que nous avons comme réserve dans notre sous-sol. Le Mali est un pays vierge, comme la jeune fille de 14 ans, 13 ans, 12 ans. Bon, aujourd'hui, c'est rare de trouver ça en Côte d'Ivoire. 12 ans déjà, la c'est autoroute. Il n'y avait pas de châssis d'Odan. Côte d'Ivoire, 12 ans, c'est autoroute à Bidjabouaki. Il n'y avait pas de policier, il n'y avait pas de point de contrôle sur la route. Mais le Mali était l'état vierge en termes de ressources naturelles, de ressources. La France, avec Oufoué, je vous ai fait écouter un inventaire d'Oufoué. Attendez, oulala, qu'est-ce que je peux faire? Oh. J'ai pas, oulala. Bon, avec le temps, on finit ça, puis je fais passer pour Oufoué. Le Mali a demandé à la Russie, et la Russie a fait une première estimation qui était superficielle, qui n'était pas exhaustive. Et la Russie même a demandé encore à l'État du Mali le travail que nous avons fait, les premières informations que nous avons par imagerie satellitaire, les résultats sont concluants. Je m'arrête là. Les gens ne savent pas ce qui est en jeu, mais je vais, comme on dit en anglais, I'm going to break it down for you. Piece by piece. Morceau par morceau. En général, vous le voyez en Côte d'Ivoire. C'est plus facile pour vous, Ivoiriens. Quelqu'un vient, on dit, on va attribuer un permis d'exploration. C'est pas exploitation, attention. Parce que quand on dit sous-sol, là, il y a beaucoup d'étapes. Un permis d'exploration. Donc, pour faire l'exploration, vous payez d'abord le permis avec le gouvernement du pays. Et puis, vous engagez vos propres ressources. C'est là beaucoup d'entreprises font des paiements, octroyer des prêts auprès des banques. Vous faites des recherches sur le terrain. Donc, le Mali, nous, on n'a pas connu ça. Dieu merci, parce qu'on a un partenaire avec qui on travaille. Donc, la Russie, on n'a pas dit, non, on n'a pas dit, OK, on te donne le permis ici, on te donne le permis pour faire ça. Nous, on a dit à la Russie, fais-nous une évaluation complète de tout le nord du Mali, l'ensemble même du Mali. Fais-nous une évaluation complète de tout le territoire malien. C'est énorme. Aucun pays au monde, en Afrique, ne va accepter. Vous venez et puis vous dites à une compagnie de faire des explorations sur l'ensemble de votre pays. Ah, écoutez ça. Parce que c'est l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut tomber sur quelque chose comme il peut ne pas tomber sur quelque chose. Il peut engloutir des centaines de millions, voire de milliards dans les recherches, et puis zéro. Ou bien la quantité même qu'il va trouver ne peut même pas couvrir lui-même ses propres dépenses. Donc il y a des risques énormes. Mais la Russie n'a pas réfléchi en ces termes. La Russie dit, nous sommes partenaires, nous allons travailler.
Et c'est ça, justement, qui met la France à mal. Parce que, à l'époque de De Gaulle et Houphouët l'a dit, je vous ai fait passer cette audio, la vidéo à maintes reprises. Houphouët a dit, nous devons faire tout pour préserver ces ressources-là pour la France. De sorte que la France ne soit pas dépendante. Mais si la France était la 5e puissance économique mondiale, c'est parce que la France volait et pillait les ressources de nos pays. Et quand le bâtard du PD va au Kenya, et d'ailleurs, j'ai honte pour la France. Mais quand vous avez un PD qui passe son temps à se coucher sur une vieille carcasse comme Brigitte, un vieillard qui veut changer son sexe pour être femme, attendez. Il y a un livre même qui est sorti, on dit Macron, tu l'as tout de nous. On dit Macron, il y a une femme. Il y a une actrice de cinéma iranienne ou bien quoi là, iranienne. Il est fou amoureux de la Gola. C'est le jour où Brigitte l'a giflé d'avion. Ce jour-là, elle est tombée sur le message de la Gola. Donc Macron et la Gola sont en train de discuter dans l'ombre. Il y a l'éléphant de la Gola, il y a Paris, il y a beaucoup dans ton troisième pied, la peut faire travail, et puis tu allais prendre une vieille clair comme ça, là, il y a des bâtards de président de Macron. Non. Je reviens. La Russie accepte de faire un inventaire complet de l'ensemble du territoire malien. Écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas dit Kidal, je n'ai pas dit Gao, je n'ai pas dit Anéfi, je n'ai pas dit Taoudéni. Je dis l'ensemble du territoire malien, c'est ce qui ressort de ce que le monsieur m'a dit tout à l'heure. Très peu de pays, très peu d'entreprises peuvent prendre le risque de faire ça parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Mais la Russie accepte et prend le défi, prend le challenge. Mais entre-temps, la France savait. Puisque la France, De Gaulle et Houphouët, ils ont travaillé sur le projet. Et Houphouët savait très bien que le Sahel regorge d'énormes potentialités énergétiques. Houphouët l'a dit, je vous fais passer, vous avez écouté. Donc maintenant, que se passe-t-il? Le renseignement français se rend compte que le Mali doit rencontrer les Russes pour discuter encore de l'inspection sur l'ensemble du territoire. Il faut salir l'image du Mali. Au Kenya, il sort et puis il attaque le Mali. Mais le Kenya n'est pas un pays francophone. C'est ça qui est malheureux chez ces Français petits bâtards qu'ils sont. Le Kenya, là, c'est pas un pays francophone. Mais quand vous étiez allé au Kenya, c'est quel pays vous avez vu? Ce pays a connu la famine, la guerre. Mais regardez le Kenya aujourd'hui. Le Kenya a été reconstruit. Regardez le Kenya. Quel pays, ancienne colonie française, peut se comparer au Kenya? Montrez-moi un seul, il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire, Sénégal, ajouté ne peut même pas arriver à la chimie du Kenya. Mais comment les Kenyans sont arrivés à ce niveau? Et vous allez faire conférence là-bas. Quelques idiots là, se ramassent et puis vont là-bas. Ils n'ont même pas honte. Quand vous regardez votre pays là, est-ce que ça ressemble au Kenya? Est-ce que les Kenyans là vivent comme les Français? Est-ce que les Kenyans, le régime kenyan a subi les atrocités de la France? Non. Et la France même devrait avoir honte même d'être au Kenya. Mais comment on a fait un président pays? Ça ne doit pas nous étonner. Non. Maintenant, la première estimation a été concluante. Et les Russes découvrent des réserves immenses, énormes. Maintenant, ça c'était la première phase. Parce qu'il y a une première phase, c'est de voir est-ce qu'il y en a. Ils ont vu, mais les informations ne sont pas complètes. C'est-à-dire, il faut donner, vous entendez souvent dire, le site gazé là-bas, c'est 300 milliards de barils, le pétrole ici, c'est 200 millions de barils. Vous entendez ça? On vous dit, là-bas, il faut 3 ans, il faut 5 ans, il faut 6 ans. Mais eux, ils ont vu, ils disent, c'est énorme. On ne peut pas se limiter. Donc, ils ont demandé 3 ans supplémentaires. Alors, les 3 ans supplémentaires, je vais faciliter ça pour ceux qui veulent élection sur nous.
vous ne verrez pas une élection avant 5 ans. Parce qu'on a donné 5 ans à Assimi Goïta, 5 ans au général Tchadi, 5 ans au capitaine Ibrahim, et c'est dans 3 ans qu'on aura une estimation complète de ce que le sous-sol malien regorge, que ce soit pétrole brut, que ce soit gaz, que ce soit diamant, que ce soit tout ce que vous voulez. Mais c'est parce qu'ils savent. Et en envoyant ces terroristes comme des pigeons, ils pensent qu'ils vont pouvoir négocier avec la communauté internationale, qui va vouloir peut-être prétendre, parce que les gens cherchaient un moyen pour entrer à Kidal. Je voudrais dire à nos forces armées, on doit, cette fois-ci, quand le Mali va reprendre totalement le contrôle du territoire, y compris Kidal, c'est de faire en sorte que ce qui s'est passé à Kidal ne se reproduise plus jamais. Faire en sorte que ce que nous avons vécu, on ne vive plus jamais ça. Pour la simple raison, quand vous faites ce genre de situation, vous empêchez le pays d'avancer. Ils veulent obliger l'État du Mali. Les terroristes qu'ils ont envoyés à Kidal, il n'y a aucun responsable, un véritable responsable, je veux dire. La plupart sont à l'exception Mauritanie, Algérie, et puis la France ou la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont envoyé les jeunes gens à Kidal. Et quand on a commencé à les bombarder, c'est eux qui sont à l'extérieur maintenant, qui sont en train de crier. Et là, la France maintenant appelle Amnesty pour venir intervenir. Non, on s'en fout. Amnesty est trop petit, cherchez plus que ça. Personne ne sortira de Kidal vivant. Ça, c'est une certitude. On va pas les laisser partir, ils partiront pas. Parce que ça, là, ce sera la dernière tentative de leur vie de misère à vouloir s'attaquer encore au Mali. Donc, en faisant ça, la France croyait qu'en faisant ça, la France pourrait mettre un coup de frein sur les estimations de nos ressources naturelles. Le jour où le Mali va dire, voilà la quantité de pétrole dont nous disposons, voilà la quantité de gaz dont nous disposons, on veut nous empêcher de donner une estimation officielle, correcte et normale, puisqu'ils ont pris le temps à mentir et à mentir en disant que nos pays sont pauvres, nous sommes enclavés. Mais Dieu ne vous retire jamais tout. Même si nous n'avons pas une façade maritime, souvent j'entends ce français, mais vous oubliez que nous étions avant au milieu de la mer. Le Mali était au milieu de la mer avant. La mer s'est retirée, c'est vrai. Mais quand la mer s'est retirée, il y a des millions d'années, la mer a laissé quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire, des ressources naturelles qui sont enfouies dans notre sous-sol. Et ces ressources naturelles, on n'a pas besoin d'être voisin de la mer. Avec ces ressources naturelles, on sera plus que ce que vous ne pouvez pas imaginer. Si on veut faire venir la mer au Mali, avec les moyens qu'on va trouver dans le sous-sol là, on va faire entrer la mer au Mali si on a envie. Donc pour moi, c'est une question de technologie. C'est une question de volonté, c'est une question de moyens, ça s'arrête là. Attendons d'abord que les études nous disent exactement combien. C'est là que vous allez comprendre. Parce que la France, l'Algérie aujourd'hui a surexploité ses ressources. L'Algérie n'a pas suffisamment de ressources naturelles. Vous savez, la situation de l'Algérie et du Mali, c'est un peu la situation du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a fait explorer une zone à mer. Et dans cette zone, l'espace maritime ivoirien était voisin de l'espace maritime ghanéen. Mais il s'est trouvé que
c'est le Ghana, c'est-à-dire la position du Ghana. C'est la Côte d'Ivoire qui a le bassin. Mais la position du Ghana fait que quand le Ghana pompe son pétrole, le bassin ivoirien coule directement. La force de la pression amène le pétrole ivoirien dans le pétrole ghanéen. Donc ce n'est plus la Côte d'Ivoire, ça devient le pétrole du Ghana. Et si la Côte d'Ivoire pompe, la Côte d'Ivoire ne gagne pas grand-chose. Alors, Bako s'est assis, il dit, mais comment je peux résoudre ça? À l'époque, c'est le même président qui est là, qui était président, Abdraman, le même président qui est là, qui a gagné là. Il s'assoit avec Babo et tombe d'accord. Babo dit, si c'est comme ça, nous, on ne va pas pomper, parce que dans tous les cas, quelle entreprise doit investir des milliards et puis ne pas être capable de rentabiliser. Donc, nous, on ne pompe pas. Mais comme vous, en pompant, notre pétrole va chez vous, on va trouver un moyen, on fait un calcul. Le pétrole qui va chez vous, vous nous restituez ça. Le président Ghanéen est tombé d'accord avec Babo, ils ont signé. Donc, le pétrole, quand il pompe là, la quantité ivoirienne qui va, c'est des choses qui se connaissent, je suis désolé. Donc, quand ça va là-bas, ils sont pas prêts, ils finissent, ils font le calcul, on renverse directement à l'État de Côte d'Ivoire. Et les Abdou Mouton, les idiots là, ils disaient que Babo a fait un deal avec le monsieur pour voler le pétrole des Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont dit. Il vient au pouvoir, il va au procès. Contre le monsieur d'abord. Premier procès, il va, il perd. Deuxième procès, il perd. Mais là, les avantages que le Ghana accordait à la Côte d'Ivoire, le Ghana a décidé de ne plus faire ça. Et le monsieur, lui, il était vice-président. Il continuait le mandat du président qui est décédé. Et maintenant, il va aux élections, il perd face à l'ancien président Nana Akufo. Akufo fait ses 2 mandats. Et maintenant, il revient et puis il gagne un coup KO. Alors que quand il partait, il avait laissé les caisses pleines. Il y avait tellement d'argent qu'on a entendu le président Ghanéen dire le Ghana n'a pas besoin de prendre crédit. Il y a suffisamment d'argent. Mais avant la fin de son premier mandat, il a commencé à endetter le Ghana. Il a endetté le Ghana à tel point que le Ghana ne peut plus payer sa dette, et le Ghana paye sa dette avec l'or. Mais il était ami avec qui? Alassane Ouattara. Vous savez, vous pouvez m'insulter, mais l'histoire est avec moi. La vérité est de mon côté. Donc le Mali, c'est un peu la même chose. Il y a un gaz du Mali qui fait frontière avec le gaz algérien, à Tizaouaten. Et les Algériens veulent avoir la même mise sur ce gaz-là. Ils ne peuvent pas le faire pour le moment. Ça ne les arrange pas. Et quand l'Algérie, vous savez que l'Algérie n'a plus les moyens. Donc l'Algérie est allée au Nigeria payer un puits de gaz. C'est pourquoi il y a ce gazoduc-là, Nigeria, Algérie. Et l'Algérie doit vendre ça à qui? À l'Union européenne. Le Maroc a fait la même chose. Il y a des puits de gaz importants au Nigeria. Le Maroc aussi a investi là-bas. Donc le Maroc n'est pas... le gazoduc algérien passe par le Niger. Mais le gazoduc marocain passe directement dans le désert, jusqu'au Maroc. Il n'a pas fini, ils sont en train de construire. Donc si ils finissent, ils aussi directement, je crois que c'est l'Italie ou l'Espagne qui ont déjà signé l'exclusivité, c'est qu'ils vont acheter directement avec le Maroc. Et eux, ils vont vendre aux autres pays de l'Union européenne. L'Algérie ne peut plus fournir parce que l'Algérie est... Ce que l'Algérie ne la fait pas parce que tout ce que l'Algérie raconte, c'est des conneries, c'est des mensonges. C'est juste une question de ressources naturelles. On a mis un terroriste à la tête de la Syrie et ils sont en train de voler le peuple syrien de ses ressources naturelles. Et le Mali ne permettra pas que ces ressources naturelles soient volées et pillées par un voyou, un idiot de président, Macron, et son compère algérien. Macron n'a que quelques mois à vivre. Il vit en sursis. Donc, il essaie de distraire chaque fois la galerie en attaquant le Mali. Mais ça ne marchera pas parce qu'il a un compte à rendre aux Français.
Donc, le Mali, aujourd'hui en Russie, la Russie dit, dès qu'on met d'accord, on va pousser l'exploration sur 3 ans. Et c'est au terme de ces 3 années qu'on pourra dire aux Maliens, voilà la quantité de réserve dans telle région, c'est ça, dans telle région, c'est ça, dans tel département, c'est ça. Et dès l'instant où les Maliens sauront la quantité de gaz, déjà on connaît le lithium, il y a d'autres encore, il y a d'autres il y a d'autres sites de lithium aussi. Les gens continuent de découvrir encore du lithium là, au Mali. Donc, le pétrole, le gaz, d'accord, l'uranium, le bauxite, le fer, l'aluminium, tout ça, ça y est au Mali. Mais c'est le pétrole qui est là à gogo. Et il faut faire tout pour éviter ça. Il faut faire tout parce que le problème, c'était quoi? Pourquoi le Mali a choisi la Russie? En choisissant la Russie, nous garantissons quelque chose de sûr. Parce que aucune entreprise occidentale ne sera financée par une banque occidentale pour venir explorer le Mali. La France a mis son veto dans beaucoup de banques. Je vous l'ai dit, ça remonte à 1 ou 2 ans. Il y a les entrepreneurs qui devaient venir ici pour investir. Quand ils ont déposé leur dossier, le nom du Mali s'est sorti rouge. La banque a dit on ne peut pas. La banque a dit clairement on ne peut pas. Donc nous savons. Aujourd'hui, c'est pas tout. Hein. La plupart des banques que nous avons, soit ce sont des banques occidentales, c'est-à-dire françaises, soit ce sont des banques marocaines. Et le Maroc a utilisé les banques pour entrer chez nous. Moi, j'ai beaucoup déploré ça. Parce qu'on aurait nous-mêmes créé notre propre système. Mais voilà quelque chose qui va changer les choses. Il y a une trentaine de banques, je répète bien. La fin du franc CFA approche. Les gens ne comprennent pas, les signes sont là. Je mets tout le monde au défi, pardon. La fin du franc CFA, ça approche. Il y a plus de 30 banques russes qui vont venir s'implanter chez nous ici, dans le Sahel. Je dis bien plus de 30 banques. Il sera facile pour nous. Le jour où on voudra dire non au franc CFA, ce sera facile pour nous de faire notre transition dans la plus grande douceur. Et là, comme je vous l'ai dit, la France ne veut pas voir ces banques, on les a chassées de l'Europe. Et ces banques ont l'argent. L'argent à gogo. L'argent immensement riche. Ils ont l'argent. Ils veulent aller dans des pays et puis investir. Maintenant, Poutine leur dit, vous avez 3 pays dans le Sahel, je veux que toutes les banques russes viennent investir dans le Sahel. Je ne parle pas comme ça, j'ai des preuves, je ne parle pas sur ce sujet, je vais vous dire. On va continuer d'écouter cette puis je vais vous dire. Sur la table, la livraison de céréales, d'engrais et de produits industriels, mais aussi l'éducation, le secteur minier et les transports côté malien. On s'intéresse de près aux projets ferroviaires et de navigation, notamment la reconstruction des voies ferrées et le développement du transport fluvial. Les deux parties espèrent renforcer leur coopération économique. Rappelons que la décision de la création de cette commission a été prise en juin 2025 lors de la visite à Moscou du président malien de la transition, Assimi Goïta. S'en est alors suivi une première réunion qui avait lieu en juillet 2025. Aujourd'hui, Russes et Maliens veulent passer à la vitesse supérieure. Nouvelle réussite et démonstration de force des FAMA, selon nos défenses, mais l'état-major des armées a annoncé le succès de frappes aériennes ciblées contre plusieurs positions, notamment à Kidal, bastion des terroristes. Cette montée en puissance militaire marque un tournant dans la stratégie de reconquête engagée par Bamako et Raviv. Dans le même temps,
le sentiment patriotique au sein de la population. C'est un signal de puissance envoyé depuis les airs, qui redonne de la vigueur au sentiment national. C'est vendredi 15 mai 2026. L'état-major général des armées maliennes a annoncé via un communiqué officiel le succès d'une série de frappes aériennes ciblées sur plusieurs secteurs névralgiques du territoire. Ces opérations de reconnaissance offensive d'une précision chirurgicale ont visé des secteurs terroristes, mais surtout des positions stratégiques à Kidal. La cité septentrionale, aux mains des rebelles Touaregs depuis la fin du mois d'avril, est désormais directement dans les visères de l'aviation malienne. Pour Bamako, cette montée en puissance aérienne marque un tournant décisif dans la reconquête de l'intégrité territoriale. Le gouvernement, après une réorganisation stratégique et sécuritaire. Alors, c'est par rapport à ça que vous avez entendu les terroristes. Moi, je me pose bien la question, qui peut se porter comme voix des terroristes et demander aux Nations Unies de saisir la CPI contre nos forces de défense et de sécurité. C'est pas tout. J'avais demandé quelque chose d'extraordinaire à nos chefs d'État. Et moi, je suis fier chaque fois que je formule une demande et puis je vois les autorités maliennes et puis bon, la seule chose où je traîne un peu ça, c'est au niveau de la communication. J'avais dit que je souhaiterais voir une articulation autour de nos camions citernes, les camions de conteneurs, les cars voyageurs, et je suis ravi de vous faire écouter ceci et nous remercions. Face à la multiplication des incidents sur les axes routiers vitaux du pays, les autorités maliennes ont réuni à Bamako transporteurs, militaires et acteurs économiques, annonçant la création d'une commission restreinte chargée d'un suivi hebdomadaire des corridors d'approvisionnement. La rencontre du 14 mai s'est tenue sous la présidence du ministre de l'Urbanisme, des domaines de l'habitat, de l'aménagement du territoire et de la population, assurant l'intérim du département des transports et des infrastructures. Elle a également réuni le ministre délégué à la Défense et des anciens combattants, des autorités militaires ainsi que les présidents des chambres consulaires du Mali. Les échanges ont porté sur la sécurité des principaux axes routiers, la mobilité des personnes et la circulation des biens. Depuis la fin du mois d'avril dernier, la dégradation sécuritaire sur plusieurs routes menant à la capitale malienne avait suscité une vive inquiétude au sein de l'opinion publique. Plus d'une dizaine de compagnies de transport routier ont suspendu leur liaison au départ et à destination de Bamako en raison de la montée de l'insécurité. Ces dernières semaines, 2 véhicules ont été pris pour cible sur certains axes routiers. Alors, ça fait plaisir de voir que les autorités de notre pays, c'est quelque chose que j'avais demandé, c'est quelque chose que j'ai formulé. Qu'on mette en place une unité d'élite pour convoyer nos camions citernes de ravitaillement ou nos camions de conteneurs qui vont dans les différents ports pour ravitailler le marché national. Dieu merci, ceci est arrivé, c'est là. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes tellement content que vous ne parlez plus. Et je dis infiniment merci aux plus hautes autorités de ce pays. Merci aux importateurs, aux commerçants, aux transporteurs. Et prions Dieu que les choses se poursuivent, puisqu'il y a cette commission qui est en place. Désormais, il y aura un suivi et on verra les terroristes qui ont la grande gueule. On les attend au tournant. On n'est pas pressé. Il faut prendre le temps pour s'organiser et s'articuler sur les sites stratégiques et voir comment évoluer. Maintenant, je vous avais parlé de Afrique de l'Ouest. Une trentaine de banques russes sont prêtes à s'implanter sur le marché régional. Mais ça plaît pas à la France. Ça plaît pas à Emmanuel Macron parce que les banques, ça plaît pas au Maroc. J'ai vu quelqu'un dire le Maroc n'est pas le français. Pas pour l'ami. Qui t'a dit qu'on a besoin d'aimer ou de pas aimer. C'est ça, j'ai le problème africain pour l'amener à l'émotion. Le Marocain s'en fout pour l'amener dans le franc CFA. Ce que lui veut, le franc CFA lui donne combien? Le dirham, combien il gagne?
S'il s'en fout du franc CFA, il va venir implanter ses banques ici, pourquoi? Hein? Réfléchissez un peu, voilà. Hein? Ça, c'est qui est hein? On ne peut pas écrire ce genre de choses-là. Le Marocain, on s'en fout des Marocains, on dépense. Personne, le Maroc a besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nous aider. Depuis quand tu as vu Arabe et Noir, tu as vu ça où? Où il prend du franc CFA. Est-ce qu'Arabe même Noir? Hein? J'espère que quand tu dis ça, peut-être que tu es là-bas. Comment vous êtes traité là-bas? Il faut nous dire. Le Marocain s'en fout de notre droit. Ce qui intéresse, c'est notre argent. Il prend et puis il va construire chez lui, c'est tout. Et le fait que des banques russes vont venir, parce que ça, c'est une première. Que la Russie envoie des banques s'implanter, ça, c'est une première. Ces banques-là nous permettront de contourner toutes les sanctions, parce que ces banques-là travaillent directement avec les BRICS. Toutes les banques qui seraient implantées chez nous travaillent dedans, aucune sanction. On nous sanctionne parce que on est obligé de passer par la BCAO. C'est là qu'on nous sanctionne, c'est pas ça? Mais maintenant, comme on ne veut pas organiser l'élection, ils vont dire, ah, on regarde les pressions. Vous allez passer par eux pour nous oppresser maintenant. Vous allez passer par eux pour nous mettre la pression. Parce que désormais, vous n'êtes plus sur les seuls sur le marché. Il y a d'autres banques. Vous allez voir tout de suite, quand la Russie va implanter ses banques, vous allez voir tout de suite, la Chine aussi va venir implanter ses banques. Vous allez voir la Turquie va venir implanter ses banques. Vous allez voir, l'Inde va venir implanter ses banques. Vous allez voir, l'Iran va venir implanter ses banques. Et qui est gagnant? C'est nous. Parce qu'il y aura une rude compétition. Et la compétition fera que les prestations vont baisser. Et si les prestations baissent, qui gagnent? Ce sont les consommateurs comme nous. Donc, on souhaite que ces banques russes viennent rapidement. Je dis bien rapidement, pour que nous, on puisse évoluer. On a besoin de ça. Ce n'est pas que, je vous montre, voilà ça un peu, voilà. Je vais vous montrer un peu l'image. D'accord? Je vais vous montrer un peu l'image, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la réunion. Voilà. Donc, ils sont en train ils vont venir implanter à peu près une trentaine de banques russes. Ici. Ça nous arrange pour que ça, parce que, vous allez voir, regardez, tous ces pays qui parlent là, même la grande gueule de Ouattara, il parle Ouattara. Vous allez voir Ouattara tout de suite, il va applaudir dans le nord. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à faire ses bêtises. Enfin, s'il vient encore jusque-là, il va faire ses bêtises. Parce qu'il s'est dit, si on me sanctionne au niveau si les Blancs me sanctionnent, la Russie va me donner l'argent. On ne veut pas implanter une banque comme ça. Quand une banque est implantée, elle vous accorde des prêts. Pourquoi les gens refusent de nous accorder des prêts? Parce qu'ils obéissent à la France. Maintenant, vous avez des banques qui ne sont plus contrôlées ni par la France, et c'est là que vous vous rendez compte que la France a tout perdu. Parce que la monnaie était le seul fil qui permettait à la France de dire, je les tiens encore. Ils perdent ça, c'est terminé. C'est terminé. Ils viennent installer leur banque là. Ma banane. Ma banane. Ils ont dit, bon là, je vais poser la question. J'ai dit, vous les Chinois, vous les Russes, vous les Belges, venez implanter quelque chose ici, on voit. Et puis, dans mon cœur là, je disais ça souvent. Et je tombe sur ça aujourd'hui. J'ai dit, wow. Une trentaine de banques russes installées chez nous. Et est-ce que vous avez vu les gens parler de ça? Mais quand le Baobab parle, regardez la semaine. Vous allez voir, tout le monde va parler de ça maintenant. Mais c'est une bonne chose, ça fait partie, ça fait partie de la vie. Alors, cette banque, moi j'avais prévu ça il y a longtemps, j'avais prié Dieu. C'est important pour nous que ces banques viennent s'installer chez nous. Le régime des sanctions, c'est fini. Vous allez voir que quand ces banques vont s'installer en Afrique de l'Ouest, beaucoup de zones en Afrique vont interpeller ces banques pour venir s'implanter. Parce que les gens en ont marre des sanctions américaines par-ci, les sanctions américaines par-là, l'Union européenne par-ci, l'Union européenne par-là. Vous allez voir que quand les gens vont installer les banques russes dans certains pays, tout le monde va commencer à parler de souveraineté, à faire de démocratie là. Vont commencer à laver leurs mains. Les gens ont peur, ils ont peur qu'on ne ferme le robinet. Mais si tu fermes ton robinet, et puis il y a un autre robinet qui est plus ouvert que pour toi, mais moi je m'en fous, faut fermer pour toi, c'est ton problème, c'est toi qui paies. Et vous allez voir tout de suite, avec ces banques russes,
Les Chinois viennent installer d'abord les supermarchés chez nous. On n'a pas encore vu les banques chinoises. Mais les Chinois, ils observent toujours. Et puis ils apprennent des erreurs des autres. Quand les Russes vont installer leur banque, ils vont regarder, ils vont apprendre et venir installer leur banque. Vous allez voir que le régime des sanctions a balle. Parce que ça, c'était inimaginable. Au sein de la CEDEAO, c'était inimaginable. Mais quand ils disent en Afrique de l'Ouest, ils ne veulent pas dire dans le Sahel, le Sénégal ne va jamais accepter ça. Si c'est Ousmane Sonko, je n'ai aucun problème avec. Mais Diomaye ne va jamais accepter ça. La Côte d'Ivoire de Ouattara ne va jamais accepter ça. Le Togo va accepter, oui. Le Bénin, non. La Guinée, non. Le Mali, oui. Le Togo, oui. Le Burkina, oui. Le Niger, oui. Maintenant, ces banques vont s'installer. C'est au regard des performances de ces banques, comment les sanctions ne nous font plus rien, et comment les investissements seront apportés demain. Mais vous allez voir, chacun va commencer à dire, ah, il faut diversifier, il faut diversifier. Oui, parce que ceux-là ne vont jamais aller s'installer en Côte d'Ivoire, parce que Ouattara a besoin que son fils du terrain vienne au pouvoir. Alors, le Mali n'est pas à genoux. Le Mali n'est pas tombé. Le Mali a subi des coups, ça c'est vrai. Le Mali a été violemment touché, ça c'est vrai. Mais le Mali ne tombera jamais, le Mali ne sera jamais à genoux. Le Mali a titubé en quelques secondes. Parce que quand vous marchez et puis quelqu'un vient, il vous donne un coup à la nuque, tout de suite, vous avez le sentiment de perdre le contrôle. Vous titubez, vous vous ressaisissez, vous regardez derrière. Avant même de regarder derrière vous, vous avez déjà planifié ce que vous devez faire si vous posez le regard sur votre agresseur. Et c'est ce que le Mali a fait. On nous a donné un coup violent à la nuque. Par surprise. On a perdu notre ministre. On a fait des reprises stratégiques dans certaines zones. Mais aujourd'hui, vous avez écouté le commentaire, c'est eux. Ils croient que, en appelant la CPI, nos forces militaires auront peur de frapper. Ces pays-là, c'est petit. Comme il y a beaucoup de bâtards que vous êtes. Ces pays-là, c'est petit. Allez-y chercher la maman de ces pays. On va vous chicoter jusqu'à votre vie, la fin de votre vie de merde. Vous n'allez plus jamais faire ça. Parce que quand on va finir voir Kidal, vous allez vous maudire le jour où vous avez pensé même prendre les emplois à Kidal. Ces pays-là, c'est petit. Nous, on s'en fout de la CPI. On s'en fout de la CPI. Et vous allez le regretter. Pourquoi? Si vous êtes garçon, vous allez oublier. Les terroristes ont commencé à s'habiller en femme. Et quand je ne croyais pas ça, je suis tombé sur l'article. Il y a des terroristes qui ont été arrêtés. Ils se sont habillés comme femmes. Et puis ils voulaient sortir. On les a attrapés. Parce que ils sont entrés, ils ne savent plus comment sortir. Donc, ils rentrent dans les maisons des gens. Ils menacent. Ils s'habillent comme femmes, ils veulent sortir. Frère, quand on regarde ton pied là, c'est pas que des femmes. Quand on regarde ton cou là, c'est pas cou des femmes. On regarde ton visage malgré le maquillage là, c'est pas femme. Il veut mettre les trucs là pour cacher sa pionne. Ah, enlever tout ça, on voit le visage. C'est pourquoi, moi je remercie Dieu, quelqu'un me dit qu'il faut mettre les vitres teintées sur ta voiture. Je mets jamais des vitres teintées, je n'ai rien à cacher. Alors que maintenant, l'ordre a été donné aux forces de l'ordre, une voiture, une vitre teintée qui n'est pas originale, enlevez tout pour regarder ceux qui sont dedans. Imaginez, vous faites ça. C'est quand vous avez quelque chose à cacher que vous faites ça. Moi, j'ai foi en Dieu. Le jour où il aura décidé pour mon départ, personne au monde ne pourra empêcher ça. Mais je ne vais jamais aller me cacher ça ou me mettre teinter les vies de ma voiture. Comment je vais faire ça? Je suis voleur. Je suis en train de commettre ou bien, excusez-moi l'expression, je vais chez ces femmes déjà pour mettre dans la voiture. Jamais je le fais. Jamais.
Alors, vous voyez, ça c'est fondamental. Et une trentaine de banques russes étudient activement une entrée sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par Elena, vice-présidente de l'Association des banques de Russie, ABR, en marge du Forum économique international russe Monde islamique qui se tient à Kazan du 12 au 17 mai. Cette déclaration, rapportée par le média africain Initiative, confirme l'accélération des ambitions russes hors des circuits occidentaux. Selon les derniers sondages, l'association des banques de Russes et ses établissements envisagent plusieurs modalités d'implantation, dont une coopération avec le système de paiement et de règlement panafricain PAPSS déjà utilisé par des banques ghanéennes. Et les banques russes sont prêtes à proposer des solutions fiables et flexibles, tout à fait légales et répondant à des normes élevées de cybersécurité. Alors, nous, on est pressé que les banques russes arrivent chez nous rapidement pour mettre un terme à cette menace qui ne dit pas son nom de ces gens-là qui nous attaquent matin, midi, soir. Je vais terminer en disant ceci. Deux choses. J'ai vu que le premier élément, c'est ceci d'abord. Terrorisme, Washington tente un rapprochement avec les pays du Sahel. Je l'ai dit une fois, je le répète au président de l'AES. Ne vous laissez pas berner par les États-Unis. Les Américains sont clairs, ils n'ont pas d'amis. Qui pouvait imaginer que les Américains pouvaient lâcher ses partenaires du Golfe à la merci de l'Iran? Les Américains ne sont pas fiables et les Américains ne sont pas fréquentables. Alors que près de 60% des maîtres liés au terrorisme dans le monde se produisent en Afrique subsaharienne, c'est ce qu'ils disent, les États-Unis cherchent à s'imposer comme un acteur clé dans la lutte contre l'État islamique. Je m'arrête là. On nous a dit, Macron nous a dit au Kenya, on a tous entendu, qu'il a très bien réussi l'implantation, la collaboration entre les forces armées nigérianes et françaises. D'accord. Vous avez entendu ce que j'ai lu tout à l'heure. Maintenant, je viens ici. Nigeria, plus de 100 civils tués dans les frappes aériennes et attaques de bandes criminelles. Moi, au Nigeria, on ne dit pas terroriste, on dit bandes criminelles. L'armée nigériane et les bandes criminelles appelées localement bandits, vous avez entendu? On ne les appelle pas terroristes, on les appelle bandes criminelles, pas terroristes. Et la France dit qu'elle s'est bien implantée au Nigeria. Donc la France accepte que des terroristes soient appelés bandits. Et c'est cette France-là qui a essayé de se couper de nous en nous attaquant au Kenya. Alors, l'armée nigériane, blablabla, on va revenir rapidement ici, les hommes de Boko Haram. L'armée nigériane a tué 72 personnes, dont de nombreux civils, lors d'un bombardement sur le marché très fréquenté de Toumfa, dans l'état de Zamfara, nord-ouest, a indiqué l'AFP. Garba Ibrahim Machima, précisant que certains corps étaient méconnaissables. L'armée nigériane travaille avec les États-Unis. L'armée nigériane travaille avec la France. Et voilà ce qu'ils ont fait. L'armée nigérienne a tué au moins 72 personnes, dont de nombreux civils, avec des corps méconnaissables. Mais lorsque les voyous sont arrivés à Kidal, nous n'avons pas lancé d'opération aveugle. Vous voyez la distinction entre ceux qui accordent la valeur à la vie humaine, ceux qu'on insulte, ceux qu'on attaque. On dit qu'ils ne respectent pas le droit. Ceux contre qui on appelle Amnesty International. Voilà les Américains qui s'associent à une armée. La France et les États-Unis s'associent à une armée et cette armée tue des civils.
Monsieur le Président de l'AES, l'Amérique ne sera jamais un partenaire. Si jamais cela vous traverse l'idée, je prie Dieu que vous renonciez à cela. L'Amérique ne sera jamais un partenaire fiable. L'Amérique a détruit la Libye, l'Amérique a détruit la Syrie avant de mettre à la tête de la Syrie un ancien terroriste. L'Amérique savait très bien ce que la France préparait avec les terroristes qui ont attaqué et tué notre ministre. Les Américains étaient bel et bien informés. Les habitants des communautés de Tawashabawa, Birawe, Kware, Gagara et Manawa ont été touchés par la frappe, a ajouté le chef communautaire. Jusqu'à présent, nous avons collecté 72 corps au Tampoua. 72 corps et les blessés ont été transportés vers des hôpitaux des villes de Zomori et Chilkafi, a-t-il précisé. La branche nigériane d'Amnesty International a, elle, fait état d'au moins 100 civils tués, tandis que Aliou Moussa, un habitant de la ville, a avancé un bilan de 117 personnes. Donc, il y a 3 chiffres. Amnesty International dit 100, un habitant dit 117. L'armée nigériane parle de 72 morts. 117 corps ont été récupérés et plus de 80 personnes ont été blessées. Les chiffres pourraient augmenter à mesure que la situation devient plus claire, a-t-il précisé. C'est cette armée-là qui collabore avec les États-Unis. C'est cette armée qui collabore avec la France. Et la France s'en est vantée au Kenya. Prions Dieu que nos États n'aient jamais à collaborer avec les États-Unis. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont des moyens de renseignement. Le budget de la NSA est supérieur au budget de l'État du Mali, associé à celui du Burkina et du Niger. La NSA, seul leur budget, là, c'est supérieur à nos 3 pays, le budget réuni. Voilà, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont des satellites, des centaines de satellites. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont des bases en Côte d'Ivoire. Ils ont des drones qui sont capables de collecter des informations sur des kilomètres. Ils ont des bases aux frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Ils n'ont pas besoin de nous, Monsieur le Président. Je le dis dernière fois, on n'a pas besoin des Américains. On est en train de nous tuer, les Américains s'en fichent. Ils veulent venir chez nous, selon eux, récolter des informations pour sauver des vies aux États-Unis. Peu importe, si dans la collecte de leurs informations, on tue autant de Maliens, de Nigériens, de Burkina, mais c'est pas leur problème, ça ne les regarde pas. Comment on peut humainement, moralement signer un tel accord? Quelqu'un qui s'en fiche de la vie de vos concitoyens, mais a besoin de votre espace pour sécuriser son pays. Il s'en fout de ce qui se passe chez vous. Tout ce qu'il lui veut, c'est prendre les informations sur vous, pour garder son pays en sécurité. Vous mourrez, c'est pas son problème. Qu'on vous tue, c'est pas son problème. Qu'on vous assassine, c'est pas son problème. Mais lui veut juste que vous lui donnez votre espace aérien. Vous venez espionner ceux même qu'il a créé. Le terrorisme a commencé. Ils ont créé le terrorisme contre l'URSS à l'époque. C'est la CIA qui a créé de toutes pièces le terrorisme. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est la CIA qui a tout créé de toutes pièces. Alors, une fois de plus, j'interpelle le président personnellement. Je demande au président de l'AES de ne jamais accepter la collaboration avec les États-Unis. Les Américains, particulièrement avec ce président imprévisible, le fou, menteur, manipulé et corrompu, c'est pas dans notre intérêt. Il peut même nous espionner et puis donner des informations aux terroristes pour nous attaquer. Ils peuvent nous espionner et donner les informations à ceux qu'ils appellent rebelles. Ils peuvent nous espionner et donner l'information à la Côte d'Ivoire, puisque les rebelles, les terroristes ont une base en Côte d'Ivoire. Les Américains ont une base en Côte d'Ivoire. Que c'est là-bas qu'ils recueillent les informations. Mais qui dit qu'ils ne vont pas donner la position de nos forces armées aux terroristes? Monsieur le Président, est-ce que vous voyez la gravité de cette situation? Ils collaborent avec un pays qui abrite sur son sol
des chefs terroristes au Mali, du Mali, pardon. Et ils veulent recueillir des informations, les centraliser à Abidjan et ensuite les envoyer à l'anglais. Pourquoi on va accepter ça? Qui sait si, dans la transmission de l'information, quelqu'un va vouloir diffuser ou véhiculer une information qui concerne la position de notre zone de terrain aux terroristes? Parce que c'est un risque que vous voulez prendre. C'est pourquoi l'Amérique ne va jamais accepter en temps de guerre que son espace aérien soit survolé par un drone étranger. Pourquoi eux, ils veulent, en temps de guerre, que leur drone survole notre espace? Ça, c'est illusoire. Où est la souveraineté qui est ici? Depuis quand le drone d'un pays a survolé l'espace américain? Depuis quand? Depuis quand? Le seul drone qui a survolé l'espace aérien des alliés des États-Unis sans permission, ce sont les drones kamikazes de l'Iran. Depuis quand les Américains ont permis à un tiers pays de survoler les États-Unis à la recherche d'informations? Vous avez vu ça où? Alors pourquoi c'est chez nous ici on va accepter ça? Ça prouve à suffisance que jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Ils parlent de partenariat, c'est faux. Ils parlent de collaboration, c'est faux. Posez-leur la question. Est-ce que vous allez permettre que le drone survole les États-Unis? Posez-leur cette question. Quand les Américains viennent sur nous, la première des choses, posez-leur la question. Est-ce que vous êtes prêts? On a un drone là qui est prêt à s'envoler vers les États-Unis. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'on installe notre base de drone aux États-Unis pour surveiller nos ennemis. Posez-leur la question s'ils sont d'accord. Si c'est la réciprocité, si c'est la collaboration, ils devraient accepter aussi que notre drone aussi survole l'espace aérien américain. Alors, s'ils ne sont pas d'accord, on n'est pas d'accord. S'ils sont d'accord, on réfléchit d'abord. Alors, merci infiniment pour ceux qui sont intéressés par rapport à nos différents produits. La belle ivoirienne, il y a deux versions. Il y a la belle ivoirienne préventive, qui permet la régénération, la purification, la restauration et qui permet d'anticiper un certain nombre de pathologies. La belle ivoirienne, ce sont des produits 100% naturels. Il n'y a pas d'ingrédients chimiques, ni drogues, ni additifs. 100% naturel. Par la grâce de Dieu, ça vous donne un meilleur visage comme celui de Keïta, malgré l'âge. Je sais pas, mais je suis même blanc là, j'ai dit, Dieu, il faut donner, mais ça vient pas. La belle ivoirienne, bravo. D'accord? Ah, ici, tu sais même, quand quelqu'un met Yobo, vous pouvez connaître au moins, ça c'est pour normal qu'elle a. Yobo, là, vous allez voir que tout est fort foncé, il n'y a pas de problème, c'est pas Yobo. J'ai fait tout, mais ça vient pas. J'ai fait tout, ça vient pas. Quelle grâce avec Dieu. Alors, maintenant, ceux